Bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés, vous regardez le Délit d'Opinion, une émission que je fais chaque semaine avec Charles Gave. C'est lui. Donc, comme à chaque fois on me demande de me présenter, je suis Léonard, étudiant en droit et fondateur aussi du média Le Rocher sur YouTube. Donc, premier sujet de la semaine, il y a notre cher ami écrivain Michel Houellebecq qui a fait une interview dans un média britannique. Une interview dans laquelle il a préféré parler de suicide occidental plutôt que de suicide français par rapport au célèbre livre d'Éric Zemmour paru en 2014. Est-ce que vous rejoignez ce constat que nos problèmes ne sont pas vraiment franco-français mais qui sont plutôt à une échelle civilisationnelle ? Mais je crois qu'il rejoint un diagnostic qui a été fait par un garçon qui s'appelle Murray. Douglas Murray. Oui, Douglas Murray, que j'ai rencontré à Londres, que je connais, et qui lui aussi pense que c'est un problème occidental. Et je crois que ceux qui pensent ça, dans le fond, s'attachent à la démographie. C'est-à-dire quand on voit que, par exemple, en Italie, la fertilité des femmes, c'est-à-dire le taux de fertilité des femmes, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, en âge de procréer, et je crois de 1,1 ou de 1,2. En Allemagne, c'est à peu près pareil. En Espagne, c'est à peu près pareil. En France, nous sommes aux alentours de 2, mais comme nous n'avons pas de statistiques ethniques, on ne sait pas très bien si c'est parce qu'il y a, dans le fond, les femmes françaises, c'est à 2 ou à 3, comme les copines, si j'ose dire. Puis les autres, qui sont arrivés plus récemment en France, seraient à 4 ou à 5, qui nous feraient un truc à 2. Donc, on ne sait pas très bien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est en train d'assister à la disparition programmée des Caucasiens. J'ai écrit il y a 4 ou 5 ans, je crois, un article qui s'appelait La peste blanche, en prenant le titre d'un livre qui avait été écrit par Pierre Chaunu dans les années 1980 par là, qui, en analysant les tendances démographiques à long terme, disait que les Caucasiens en Europe, c'est-à-dire nous, à l'horizon de 2050, allait être une minorité. Donc, et j'écrivais dans cet article, c'était ni bien ni mal, je ne posais pas un jugement de valeur là-dessus, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, chaque enfant, 4 grands-parents en Italie, 4 grands-parents n'ont qu'un petit enfant. À 4, ils réussissent à avoir un petit garçon, une petite fille, c'est tout ce qu'ils ont comme descendance. Donc vous passez de 4 à 1, c'est-à-dire qu'à l'époque de 50 ans, la population italienne va baisser des 2 tiers. Quoi. Ouais, c'est énorme. Donc le suicide est patent. Il ajoute quelque chose, ce cher Houellebecq, dans l'interview, c'est le fait que face à ce suicide, les Occidentaux pourraient ne rien faire parce qu'ils n'ont plus grand chose à défendre. Il pense notamment à la religion. Il dit de religion, les Occidentaux n'en ont plus depuis longtemps. Et il ajoute quelque chose, et je voudrais avoir votre avis là-dessus en tant que catholique. Il dit, de toute façon, cette religion serait plutôt du genre à tendre sa gorge au couteau du boucher. C'est quelque chose que j'ai... C'est amusant parce que la responsabilité de l'Église et de l'Église de France dans tout ce qui se passe est considérable. C'est difficile de porter des jugements de valeur parce qu'un jugement de valeur, par définition, c'est quelque chose de personnel. C'est assez subjectif. C'est complètement subjectif. Donc, on analyse une situation, comme je viens de le faire. Bon, on a le suicide des Caucasiens en Europe. Très bien, ça c'est un fait. Maintenant, ensuite, essayer de dire pourquoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, l'analyse que je fais, c'est que ça correspond avec la disparition de la famille. Ouais. Et que, au centre de la famille, tel que l'avait voulu l'Église catholique depuis 20 siècles en tout cas, il y avait la femme. Et que le rôle de la femme a extraordinairement bougé dans les 50 dernières années, quoi. Donc, et que l'une des énormes faiblesses de
de l'Église catholique, ça n'a pas été de défendre ce qui avait été son œuvre multiséculaire, qui était la famille. Ils sont tombés dans la trappe de vouloir défendre des catégories sociales, etc. Le rôle de l'Église, c'était de défendre la famille, et l'Église ne l'a pas fait. Donc, oui, je pense que on a réussi à faire croire aux Occidentaux, aux Caucasiens, qu'ils étaient responsables de tous les malheurs du monde. Et donc, ben, évidemment, si vous avez réussi à... la quasi-totalité des victimes lors des procès de Staline pensaient qu'elles étaient coupables. Donc je crois que l'habileté d'une société, c'est de condamner une catégorie de gens à mort, tous ceux qui sont condamnés à mort sont convaincus que dans le fond ils sont coupables. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais tout le système woke et tous ces trucs-là, c'est quand même de nous convaincre qu'on n'a pas notre place sur la Terre, qu'on a été des monstres depuis le début, quoi. Tout à fait. Il faut déconstruire notre histoire, il faut remettre en question ce que nous on peut appeler par exemple la gloire. En fait, c'est juste une oppression supplémentaire et donc on est coupable. Et la responsabilité individuelle et tout ça. Et donc voilà, on a décrit on a complètement détruit le rôle du père. Le père, c'était sans le fond celui qui disait la loi. Tandis que la mère, c'était un côté un peu plus humain. Donc, on a cassé les genres dans la famille. Non. Oui, ben, ce n'est pas en tout cas l'Église qui va défendre le droit de l'homme blanc, quoi. Oui, ça c'est sûr. Je crois qu'on l'a remarqué depuis quelque temps. Ouais. On l'a remarqué depuis quelque temps. Ils trouvent toujours d'excellentes occasions de défendre les droits de tas de gens, et même les droits des gens qui ne sont pas blancs, mais qui sont chrétiens en Afrique ou au Moyen-Orient, l'Église les défend assez peu. Donc oui, je crois que, en effet, offrir sa gorge au couteau est une bonne image de ce que notre Église est en train de faire. Par ailleurs, vous avez évoqué là à l'instant l'idéologie woke. Alors même Barack Obama, dernièrement, a trouvé que cette idéologie et ce qui va avec, la cancel culture, allait trop loin. Faut jamais croire Barack Obama. Barack Obama, c'est un homme qui est très, très mystérieux. On ne sait pas très bien comment il est arrivé là. Enfin bref, c'est un drôle de gars. Et c'est le seul président des États-Unis, je crois, dans l'histoire, ou en tout cas dans mon histoire à moi, qui ait continué à vouloir un rôle une fois qu'il avait quitté la présidence. Ce qui est considéré comme vraiment très mauvaise manière aux États-Unis. Si vous voulez, des gens comme tous les autres présidents s'étaient retirés, puis on n'entendait plus jamais parler, quoi. Tandis que lui, il s'est fait faire une grande maison à Washington, il est là tout le temps, on le voit tout le temps. Donc Obama est un caractère. Donc là, ce que vous pouvez poser question, c'est pas si Obama croit ça, parce que ça, il croit ni à Dieu ni à diable, mais pourquoi il dit ça maintenant? Sans doute parce qu'il y a des messages qui commencent à remonter du peuple américain, qu'ils en ont ras les cacahuètes des woke, et que les prochaines élections risquaient d'un désastre pour le Parti démocrate. Donc il est en train d'essayer d'allumer un contre-feu contre les défaites électorales qui se profilent à l'horizon. Mais ne croyez jamais une seconde qu'Obama va vous dire ce qu'il pense. Oui. Ça me paraît une erreur considérable. Ce qu'il faut, c'est que vous réfléchissiez pourquoi il dit ça maintenant. Ouais, d'accord. Donc ça peut être une tentative de refaire basculer le camp démocrate vers un pôle un peu plus modéré. Un peu plus modéré, ce qui permettrait peut-être de gagner les prochaines élections et à ce moment-là de reprendre en force une fois que les prochaines élections seront passées, quoi. Ouais, je vois. Donc, ne faire aucune confiance à ce monsieur. Alors ensuite, je sais pas si vous avez très bien suivi cette affaire, mais je trouvais ça très drôle. On a Papacito qui est venu ici il y a quelques mois. Et qu'on aime beaucoup, qui est un personnage très, très français et très espagnol à la fois. Il nous a fait, alors je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, il nous a fait une vidéo avec un de ses acolytes
où en gros il défonçait un mannequin, il jouait un petit peu un rôle de terroriste finalement, il tirait sur un mannequin qu'il avait habillé comme un militant de gauche. Et il essayait de dire voilà, l'équipement basique du militant de gauche n'arrête pas les balles, contrairement à ce qu'il pourrait penser. Par rapport à ça, Jean-Luc Mélenchon a convoqué un pupitre, des caméras, des gens derrière lui pour faire voilà comme une conférence de presse, comme si c'était passé un truc de dingue. Il nous a dit que c'était une incitation au meurtre des gens de gauche et à sa personne en particulier. Et alors après, encore une fois, il y a eu une réponse de Papacito, donc dans un live assez remarquable, je dois le dire, de 40 minutes qui a eu lieu chez VA+, qui était donc animé par Georges et géré au niveau technique par Raphaël Deberle. Alors, donc, plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu le temps de voir la fameuse vidéo de Papacito ? Je l'ai vu très rapidement, mais non, c'est pas... En plus, Papacito, c'est un homme... dans cette pièce, il nous a dit qu'il était un matamor, c'est-à-dire l'espèce de truc qui n'existe qu'en Espagne, vous savez, qui roule des mécaniques dans le village et tout. Une grande gueule, quoi, on dirait en France, une grande gueule et tout. Donc, ce qui m'étonne, c'est l'affolement de Mélenchon, parce que quand les Traoré menacent de tuer des Blancs, ou en tue dans la réalité, il est beaucoup plus calme. C'est donc même en général quand il y a des attentats, d'ailleurs, il est beaucoup plus calme. Il nous fait un petit tweet éventuellement en disant que c'est bien dommage. Là. Et il avait dit 2 jours avant que les attentats de Mera là contre les Juifs à Toulouse, où il y avait eu des enfants massacrés dans une école, c'était pour gagner les élections. Donc c'était donc c'était quand même deux choses l'une, où M. Mélenchon a la preuve de ce qu'il dit. Et il doit les fournir parce que c'est inimaginable comme accusation. Je crois que c'était Sarko qui était au pouvoir à l'époque. Donc il faut absolument mettre M. Sarkozy en prison et le ministre de l'Intérieur aussi, etc. Ou bien il n'a aucune preuve et c'est M. Mélenchon qu'il faut mettre en prison. Pour calomnie, et le fait qu'il y ait un type très sympa qui aime bien déconner, à part avoir peut-être un peu trop bu, mais c'est même pas certain, dans le sud-ouest, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un homme comme Mélenchon croit profondément à ces thèses imbéciles de complot qui serait mené par la droite pour gagner les élections en tuant quelques juifs, quoi. Mais c'est inimaginable Et en plus, ça aurait été complètement raté parce que même à l'issue de ce prétendu complot qui aurait mené du coup aux tueries de Mohamed Merah, derrière, qui gagne, c'est la gauche. Et puis pareil pour l'affaire de 2017, l'attentat des Champs-Élysées, ça n'a pas fait gagner Marine Le Pen. Non. Et donc tout ça vient toujours du même scénario, c'est que les seuls qui sont dangereux, c'est les gars de droite. Les tueurs, c'est les gars de droite. Alors que toute l'histoire du XXe siècle, les tueurs ont toujours tué à gauche, parce qu'on oublie toujours, mais national-socialisme, c'était des gens de gauche. Quand vous lisez le programme de Hitler, sur les 13 propositions de Marx, dans son manifeste du Parti communiste, il y en avait 11 qui ont été immédiatement appliquées par Hitler. Donc, grosso modo, c'était pas un bon bourgeois. Il n'a pas été soutenu par les bons bourgeois libéraux, si j'ose dire, aux catholiques. Il a été soutenu par des forces qui venaient de la gauche, comme en France, Déa ou Doriot. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que la gauche essaye de nous faire croire que c'est toujours la droite qui tue, alors que celle qui a tué au XXe siècle, ça a toujours été la gauche. Donc, ça fait partie de ce... Il faut que vous, gens de droite, vous ayez honte. C'est comme cet animal de Biden, le président des États-Unis, qui la semaine dernière a déclaré que les seuls terroristes importants, c'était les terroristes qui étaient des suprémacistes blancs. Or, moi, je suis les États-Unis depuis 40 ans. Il y a dû y avoir un attentat fait par un terroriste blanc, je sais plus où, il y a 30 ou 40 ans. Il a été exécuté après, mais j'ai jamais entendu parler d'un attentat fait par des terroristes. Donc, il y a une espèce de mythe fondateur de la gauche que le danger de l'attentat vient de la droite.
Oui, bah il faut essayer de créer le méchant pour essayer ensuite de renforcer le gentil quoi en face. Donc effectivement c'est bien de se créer un ennemi imaginaire, de oui, dire. Mais vous avez tout le droit de vous créer un ennemi imaginaire, mais quand il y a un ennemi réel qui est là, se créer un ennemi imaginaire, c'est comme, je ne sais plus, quand mon père était officier pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les gens puisqu'il avait choisi d'être gaulliste, qui venaient lui dire, mais le vrai ennemi, c'est les communistes. Et mon père disait, vous avez parfaitement raison, c'est les vrais ennemis, mais dès qu'on aura viré les Allemands de France, on s'occupera des communistes. Mais tant qu'on n'a pas viré les Allemands de France, ça ne vaut rien, c'est eux qui sont en France, c'est eux qu'on va virer. Donc encore une fois, puisqu'on revient avec ce système d'envahissement de la France par une population étrangère compte tenu de notre décroissance démographique, etc. Bon, ce dont on discutait. Bon, ben, si on a un danger comme celui-là, c'est peut-être celui-là dont il faut s'occuper, pas les terrorismes de droite. Ouais. Bah c'est justement ce qu'essayait de rappeler Papacito derrière dans sa réponse chez Valeurs Actuelles. Il rappelait quelques états de fait dans l'histoire où les communistes se sont fait mettre à la porte par les islamistes qui arrivaient au pouvoir, et encore mettre à la porte, c'est-à-dire souvent plutôt décapités ou autres. Donc effectivement, oui, en fait, ce qu'on essaye de rappeler globalement à la gauche, c'est que au quotidien, leur ennemi, c'est pas nous. C'est pas nous qui allons les décapiter. C'est pas nous qui allons assassiner les homosexuels. Ouais. C'est pas nous qui allons caillasser les femmes. C'est pas nous. Je veux dire, tous ces trucs qui sont en principe des valeurs de gauche, protéger les faibles, eh ben, c'est pas nous qui les menaçons. Tout à fait. Et alors aussi, évidemment, l'affaire immanquable de la semaine. Notre président de la République qui s'est fait gentiment gifler en déplacement, je sais plus où, par un... Mais si, vous savez, c'est à Tain. À Tain, voilà. Puisque c'est la tartin. La tarte à thym, vous savez. La tarte à thym, ouais. La tarte à thym, ça a fait beaucoup rire, mais enfin, je veux dire, c'est une... Mais... Bon, alors... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voudrais faire peut-être une ou deux remarques là-dessus quand même. La première, c'est que la violence n'est jamais une solution. Mettre des claques aux gens, sauf sur un terrain de rugby quand l'arbitre ne regarde pas. Mais enfin, ça, c'est tout à fait autre chose. Là, on est entre amis, là. C'est mettre une claque à un adversaire, ça se fait pas. La deuxième, c'est que la gifle, parce qu'il s'agit d'une gifle, c'est ce qu'on donne à un galopin turbulent. Quand on est dans une bonne famille, si vous voulez, c'est... On peut en leur retourner une dans le temps, c'était... C'est parce qu'on donne à un adulte. Ouais. Contre un adulte, on se bat. Et encore moins au chef de l'État, même. Mais un chef de l'État, mais le chef de l'État, bon, ouais. Donc, ce qui est étonnant, c'est le côté insultant de la gifle. Vous savez, autrefois... C'est un peu humiliant, ouais. Autrefois, quand vous vouliez défier un gars en duel... Vous lui donniez une gifle, quoi. Ouais. Et vous lui envoyiez votre gant dans la figure. Exactement. Donc, il y a un côté de la part de cet homme qui a fait ça. D'ailleurs, il a dit bonjour à Saint-Denis, ce qui était à mourir de rire, parce que c'était le cri de guerre des royalistes dans les batailles de France dans l'histoire. Bonjour à Saint-Denis. Et donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est ce côté... Je donne une gifle à un inférieur. Ouais. Et je donne. Donc c'est très curieux, c'est que je donne une gifle à un... Je vais dire un truc horrible, mais je donne pas une gifle à un homme. Ouais. C'est ça me surprend beaucoup. Mais alors moi il y a quelque chose qui m'a quand même un peu frappé, parce que certes ok le président s'est fait gifler, alors c'est pas un geste qui est très beau, on s'attaque aux institutions républicaines, bon. Cependant, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un traitement médiatique. J'ai entendu des phrases du genre nous étions en début d'après-midi au moment des faits, le suspect détient des armes chez lui ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf. Quand
quand on met ces phrases... On ramène une fois le truc à la droite. On nous explique qu'il est de droite. Je sais pas s'il est de droite, le gars, j'en sais rien. Il se revendiquerait apparemment, oui, de l'extrême droite ou de l'ultra-droite. Après, ça m'a l'air d'être un garçon un peu perdu, qui avait aussi un drapeau soviétique chez lui. Enfin, il est peut-être fasciné par les totalitarismes, finalement. Mais j'ai l'impression que quand on met ces phrases hors contexte, on a affaire à un type qui aurait tué 80 personnes, quoi. On a retrouvé chez lui des armes ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf. On a l'impression qu'il a tué des dizaines de gens. Alors que je veux dire, c'est une gifle. Il a tué personne. Et bon, encore une fois, le principe de condamnation de la gifle est essentiel, qu'il s'agisse du président de la République ou de n'importe quel adversaire politique. On le considère comme acquis. Mais ce qu'il faut dire, sans vouloir être... c'est que des gens qui reçoivent des gifles dans les rues de Paris ou de Seine-Saint-Denis ou n'importe quoi, il doit y en avoir 5000 par jour. Tout à fait. On n'a pas d'ordre civil. Les femmes peuvent pas se balader sans être... Donc, ce que j'essaye de dire, c'est il est arrivé à Macron, ce qui arrive à des dizaines ou des centaines de citoyens chaque jour en France. Et je vois pas pourquoi... Bon, il est président de la République, mais... je vois pas pourquoi il se plaint d'une gifle alors que tout le monde en reçoit partout. Je me rappelle de cette semaine absolument hallucinante l'an dernier, où on avait eu une policière qui s'était fait tuer, Mélanie Lémé, un conducteur de bus, Philippe Guillot, qui s'est fait tuer par 3 racailles, et une femme, Axel Dorier, qui s'était fait traîner par une voiture sur 600 mètres, je crois. Et à ce moment-là, on avait parlé d'incivilité. Et là, on a le chef de l'État qui se reçoit une gifle. En plus, faut voir la force de la gifle. Hein. Oui, c'était un clap. Vraiment. Et là, j'ai l'impression que c'est un bouleversement, que là, on parle vraiment d'ensauvagement de la société, même d'un risque de terrorisme d'extrême droite. Voilà, on nous ramène la fameuse extrême droite. Exactement, oui. Qui n'a jamais, je veux dire... Bon, moi, ça fait... j'ai 77 ans, je suis né en 43. Ça fait... écoutez, depuis, en tout cas, 68, il y a eu très, très peu je me trompe peut-être, mais d'attentats d'extrême droite. Par contre, il y a une église qui est brûlée, toutes les semaines en France ? Alors, je sais plus ce que sont les chiffres exactement, mais oui... plus en tout cas que pour n'importe quel autre culte, c'est une certitude. On se rappelle... Et il y a, je crois, quelque chose comme 35 ou 40 chrétiens qui sont massacrés soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, toutes les semaines. Mais qui sont morts. Et c'est pas la droite qui les tue. On se rappelle aussi à l'époque de Mohamed Merah, de nombreuses personnes, d'ailleurs y compris les services de renseignement de Paris, qui voulaient plutôt explorer la piste de l'extrême droite pendant antisémite, néo-nazi, pendant que les services de renseignement de Toulouse voulaient plutôt miser sur la piste islamiste. Ce faisant, on a perdu du temps. Ce faisant, des gens se sont fait assassiner parce qu'on cherchait au mauvais endroit. Il y avait aussi, justement... mais vous savez, c'est la vieille blague, quand vous perdez vos clés, c'est le gars qui perd ses clés, qui les cherche au pied des réverbères, on lui dit « mais tu les as pas perdues là ?» Il dit « je les ai pas perdues là, mais c'est là qu'il y a de la lumière. » Donc là, si vous êtes le gouvernement français, si vous êtes le ministre de l'Intérieur français, probablement vous donnez l'autorisation de chercher du côté des néo-nazis. Mais vous n'avez pas le droit, si vous êtes un policier, d'aller chercher du côté des islamistes. Et donc, évidemment, c'est vraiment chercher de la lumière, là où il y a de la lumière. Il est permis de dire du mal de la droite. Il n'est pas permis de dire du mal de la gauche. Oui. On se rappelle aussi, alors je crois que c'était en 1995, la dernière fois, qu'un militant d'extrême droite du Front National avait tué quelqu'un en marge d'une manifestation. Il avait jeté un Algérien, je crois, dans la Seine. Chaque année, notre personnel politique ne manque pas de nous le rappeler. Je crois que si on nous faisait des rappels pour chaque décès sur le sol français dû au terrorisme islamique, ils n'auraient pas fini de faire des tweets. Ah non, ça n'aurait pas fini. Puis en plus, les 85 morts écrasés à Nice ou à Cannes, enfin le Bataclan. Non, mais donc il y a
c'est là où on retrouve une fois ce que je dis souvent, c'est qu'on peut mentir par omission. C'est-à-dire, on vous montre, regardez l'extraordinaire danger qu'est l'extrême droite, alors que celui qui dit ça, c'est profondément qu'il n'y en a pas, et que le vrai danger, c'est le cas de Mélenchon. Parce que Mélenchon, si vous regardez ce qu'il disait il y a 10 ans, il était violemment contre l'immigration. Il était en tout cas contre les formes assez accrues de communautarisme, il était contre le voile, fermement contre la burqa. Il trouvait que c'était un signe d'asservissement de la femme, qui était complètement contraire à nos valeurs. Aujourd'hui, on n'a pas le même Mélenchon, effectivement. Non, et donc ce Mélenchon-là, il faut pas l'écouter. Je crois que là, il s'est un petit peu enterré tout seul l'autre jour. Il faut pas l'écouter puisque c'est un homme qui n'a pas de conviction, si ce n'est électorale. Et donc vous vous dites, pourquoi je devrais écouter un gars qui pense au fond de lui-même qu'il a le droit de nous donner des ordres, alors qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, cet homme. Il n'a pas monté des entreprises, il n'a pas dirigé des hommes, il a toujours grenouillé dans le Parti Socialiste, et puis autour du Parti Socialiste, et puis avec le Parti Communiste. Donc, ça a toujours été ce que j'appelle un oint du Seigneur, c'est-à-dire un de ces gars qui est né en pensant que son but, c'était de diriger les autres, mais qu'est-ce qui lui permet de penser qu'il a la moindre capacité? Encore un, probablement que sa maman n'a pas assez aimé quand il était petit. Et donc, c'est pas parce que M. Mélenchon a des problèmes avec sa maman quand il était petit qu'il faut les lire. Je crois que ce sera pas fait. Je crois que... ce sera un bon débarras pour la démocratie française. Le jour où on se débarrasse de Mélenchon, on gagnera des points. Je crois qu'il a eu une bonne tentative en 2017. Il a fait un très bon score. Je pense pas qu'il pourra le limiter. Mais il faisait un très bon score parce qu'il avait fait un appel un petit peu... Enfin, son programme ressemblait passablement à celui des Le Pen à l'époque. Oui, il y avait une forme parfois de patriotisme de gauche qui pouvait encore tromper. Se voir. Oui, tout à fait. Je pense que là, il n'arrivera pas à les tromper une deuxième fois. Non, c'est fini. Là, maintenant, le patriotisme de gauche, plus personne n'y croit, quoi. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai plus d'autres sujets. Écoutez, voilà, on va donc conclure cette réunion en disant que le vrai combat, c'est le combat pour pouvoir continuer à parler librement, quoi. Tout à fait, pour la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression. Le reste, on s'en fout. Et ne croyez pas une seconde que les hommes politiques traditionnels, de gauche ou de droite, soient en faveur de la liberté d'expression. Ils sont en faveur de leur liberté d'expression. Absolument. Mais ils veulent vous empêcher, à vous, de vous exprimer. Donc Et c'est là toute la beauté du libéralisme, c'est que le libéralisme est la seule doctrine politique qui soit sortie dans l'histoire où l'on dit qu'il y a un mérite à écouter celui qui n'est pas d'accord avec vous. C'est la première fois dans l'histoire qu'on disait, toujours dans l'histoire, c'était l'unanimité qui était la chose la meilleure. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Mais le libéralisme dit non, il faut que les gens opposent leurs idées parce que de cela naîtra, cette opposition d'idées, naîtra une société plus stable. Parce qu'on pourra tester les idées les unes contre les autres, on crée une espèce de... dites-vous bien que les efforts qui sont en train de faire par tous ces gens de gauche, les woke ou n'importe quoi, c'est de nous empêcher d'avoir des discussions contradictoires. Absolument. Et ça, c'est inadmissible. On termine, comme d'habitude, j'ai envie de dire, sur un beau message, comme à chaque fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, etc., etc. Et on vous dit à la prochaine.